Est-ce que ça vous inspire un petit peu ça? Vous vous êtes reconnus quelque part? Un peu de partout, voilà. Ouais. Il y en a encore qui vont arriver? D'accord. Vraiment, vous avez eu ça? Oui. Alors, l'idéal, c'est ce qui est en haut, hein? Voilà, le premier, fonctionnement harmonieux du couple. Voilà. Ça, c'est le but à atteindre. C'est quelque chose qu'on n'a pas tout de suite. Par contre, c'est vrai, on a le sentiment qu'on est peut-être passé dans sa vie de couple un petit peu par toutes ces phases. Hein? C'est possible. Selon les jours, Là où ça peut poser problème, c'est quand c'est quelque chose de figé. Hein? Si c'est toute sa vie de couple qui est comme ça. Si c'est passager, par exemple la fusion, hein, on peut imaginer que c'est un petit peu l'état tout au début, hein, quand on ne fait rien l'un sans l'autre, on passe ses journées ensemble, c'est idyllique, même la nuit on ne dort pas parce que on garde les yeux grands ouverts pour s'observer, pour profiter, et puis après, quand même quand on a fait ça pendant quelques nuits, il arrive un moment où on a besoin de dormir. Donc, mais on voit qu'effectivement on passe par ces stades, mais l'important c'est de ne pas rester dans ce stade-là. Si ça dure, on peut appeler ça un dysfonctionnement. Mais il faut garder toujours le but qui est d'avoir une vie de couple importante, le nous, et puis d'avoir aussi chacun son domaine, sa vie propre, son individualité. Hein, voilà, ça c'est important. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble. Un vécu déjà, des expériences peut-être des fois malheureuses, avec des fragilités, et ça, on démarre donc sa vie de couple, ça n'efface pas tout ça. Donc des fois on a des difficultés à entrer dans le mariage à cause de ça aussi. Oui. Il arrivera un moment où on dira à l'autre, je te reconnais plus. Mais c'est possible. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose contre soi. Mais c'est l'évolution. On évolue, on change. Il y a des priorités qui changent. Il y a une façon de voir le monde qui change. L'important c'est d'en discuter, quoi. Ouais. À surmonter un obstacle, et ça renforce le couple. Et puis on apprend au contact l'un de l'autre, on s'ouvre. Ce n'est pas négatif. Je crois qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Ça peut déboucher sur quelque chose de très positif et une situation bien meilleure. Ça permet peut-être de mettre à plat certaines choses, de se dire enfin des choses, d'aller plus au fond de notre réflexion. Donc je crois qu'il ne faut pas le craindre. Je pense que si l'un des conjoints le vit mal, le vit comme une accusation, comme des choses comme ça, je crois que peut-être à ce moment-là, l'aide d'un médiateur, entre guillemets, d'une tierce personne, peut aider des fois à mettre à plat les choses pour moins se blesser. Se dire pourquoi est-ce qu'on se sent accusé alors que l'autre n'accuse pas, par exemple. Donc ça peut être lié à un autre problème qu'on n'a pas vu. Merci de votre
Bien communiquer pour mieux vivre, peut-être que ce livre est intéressant. À la CLC, peut-être. 6, beaucoup d'exemples, oui. Ça peut aider, surtout si on le lit ensemble. Là, moi, dans les livres que j'ai lus pour préparer, l'un des deux qui domine énormément sur l'autre, hein, et où le nous est tellement rare. Le vrai nous. Hein. Le vrai nous, c'est ce qu'on voit dans le premier, tout en haut. Hein. C'est quand chaque conjoint est autonome, il n'y a pas de dépendance. Je est capable de se débrouiller et tu es capable de se débrouiller. Mais il y a un vrai nous, c'est-à-dire de l'intimité, de la complicité, de la tendresse, de la passion. Il en faut. Et tout ceci grâce au partage, donc comme je l'ai écrit, vous le garderez, hein, vous garderez cette page, grâce à la communication, à l'attachement réciproque et au lien conjugal, donc c'est notre thème aujourd'hui, lien qui est total, corps, âme et esprit. Voilà. Un mariage, en principe, c'est pour la vie, et on ne sait pas quelle va être la durée de cette vie. Donc, on part vers l'inconnu, mais dans tous les couples, il y a des étapes incontournables, parce que la vie se déroule. Alors, si vous voulez, pour prendre ça un petit peu comme ça, un peu avec humour, je vais faire un survol rapide d'une vie de couple. Hein. Alors évidemment, il n'y a pas aucune vie de couple ne ressemble à une autre, mais en gros, les grandes lignes sont quand même à peu près toujours pareilles. Donc je vais survoler rapidement, je vais lire ma page assez vite. Ça commence par le conte de fées. C'est la rencontre, on est seul au monde, on est amoureux, c'est la passion, le 7e ciel, les fiançailles et puis le mariage. Et puis, très vite, la vie à deux s'installe et on s'aperçoit que bien des rêves sont remis à plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il y a la naissance d'un enfant, parce que pour l'un des conjoints, il y a un changement professionnel, parce qu'il faut économiser pour plus tard. Et en fait, on regarde vers l'avenir, on espère que les choses vont s'améliorer, on se dit c'est passager. Et de fil en aiguille, on commence un petit peu à s'ignorer l'un l'autre. On se dit qu'on aura du temps plus tard. Mais du coup, commence à naître une certaine impatience devant la lenteur de certains changements. Si on n'économise pas assez pour s'acheter l'appartement, par exemple, ou pour acheter la voiture ou autre chose, ou parce que, au niveau professionnel, les choses ne bougent pas comme on voudrait. Donc, l'impatience qui gagne, un sentiment d'urgence, surtout de nos jours où on veut tout de suite. Ça crée une certaine anxiété, une frustration. Et puis chacun évolue de manière différente, chacun commence à avoir des buts différents et on n'est plus ce qu'on était au début du mariage. On commence à avoir des valeurs différentes parce qu'on a changé, parce qu'on voit les choses différemment. Et commence à naître une certaine incompréhension. C'est pas obligatoire, hein, ça peut. Et avec l'incompréhension, le ressentiment et l'éloignement. Alors, il arrive qu'on pense à la séparation et même des fois au divorce pour pouvoir réaliser ses rêves. Seulement voilà, on n'ose pas en parler, on n'en parle pas au conjoint, on n'en parle à personne. Et cette peur de faire connaître à son conjoint son véritable moi marque le début d'un changement dans le degré d'intimité. Tout ça, c'est insensible. Ça se dégrade imperceptiblement,
Et puis un beau jour, on se rend compte que le fossé s'est creusé. Et puis tout à coup, une embellie. Des lueurs au bout du tunnel. Alors, parce qu'il y a eu quelques améliorations professionnelles, un petit peu plus d'argent, une promotion, une prime, donc il y a un petit peu plus d'argent, ça va mieux tout de suite. Et puis, les enfants sont à l'école. Ouf, on respire. Alors, on a un petit peu plus de temps. Enfin, bon, pas toujours. Des fois, ça repart. Il semble qu'il y ait un épanouissement, donc tout à coup, et on souffle. Et puis le temps passe, on gère les choses tant bien que mal, et voilà qu'arrive la crise de la quarantaine. Alors il y a ceux qui n'y sont pas encore passés. Ça coïncide avec l'adolescence des enfants. Alors l'adolescence, on en a parlé l'année dernière. Les parents se sentent dépassés par les événements, c'est mission impossible, on recherche des solutions, chacun s'implique dans ce qu'il croit bon et juste de faire. Donc, chacun a ses préoccupations et il arrive que cela entraîne les parents dans des mondes séparés, chacun ayant ses idées, etc. Donc, de nouveau, ou alors les soucis font que chacun rumine ça. Et bien souvent, ça peut entraîner une absence de contact l'un avec l'autre et aussi avec les enfants. Et puis, c'est le stade des ambitions nouvelles, parce qu'il ne reste plus que quelques années de jeunesse. Le temps passe vite, on commence à avoir moins d'énergie, on fait la sieste plus facilement, hein. Mais la créativité est au sommet à cet âge-là. Alors, on investit souvent dans de nouvelles activités, seulement des activités différentes. Et du coup, cela laisse de moins en moins de place pour la vie de couple et pour la famille. Il y en a un qui va peut-être se lancer dans le sport, l'autre dans des activités caritatives, etc. Donc on fait beaucoup de choses. Cela engendre de la fatigue, de moins en moins d'intimité, parce que quand on est fatigué le soir, on est moins performant. Moins d'intimité, et cela rend vulnérable, car l'union devient froide et ennuyeuse. Et c'est à ce moment-là que chacun commence à faire le point sur sa vie, car on sent un vide intérieur. Là, il y a vraiment danger d'avoir des aventures extra-conjugales pour retrouver de la chaleur, de l'intimité, de la passion. Parce que chacun continue d'avoir besoin d'amour et d'attention. Il est donc nécessaire de se parler, de lire certains ouvrages, de consulter un conseiller. C'est important de choisir, de consolider et de sauver son mariage. Il est important d'être côte à côte pour les années suivantes, pour les années de ménopause, l'année des petits-enfants, les années de retraite et de vieillesse. Et ça arrive plus vite qu'on ne croit. Voilà un survol, donc, d'une vie de couple. Alors, si vous vous êtes marié il n'y a pas longtemps, ou si vous êtes sur le point de vous marier, il ne faut pas que ça vous perturbe. Une vie de couple, il y a des hauts et des bas. Et on change. On change inévitablement. Donc, ça, il faut le savoir. Il ne faut pas idéaliser le mariage. Voilà. Alors bon, j'ai fait un petit survol. Si ça amène quelques observations, quelques réflexions, quelque chose à compléter. Après, on va rentrer dans les dangers qui menacent le couple. Les erreurs qui menacent le couple. Ça va, le petit survol? Il y a pire que ça. Il y a parfois des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'après, quand on se retrouve à la retraite et qu'on se retrouve beaucoup ensemble, si pendant la vie active, on va dire,
par opposition à la retraite, on s'est déjà éloigné, ça peut être très difficile au moment de la retraite de passer du temps ensemble. Parce qu'on a tellement pris l'habitude de mener des vies séparées toute la journée que j'entendais à la radio, là justement, qui disait qu'on a de plus en plus de couples maintenant qui divorcent après 30 ou 40 ans de mariage. Ils ne supportent pas la reprise de la vie commune. Donc ça montre bien que chez eux, le nous n'existait pas. C'était vraiment des vies parallèles. Et c'est très difficile de reconstruire après. Donc il faut se méfier de toujours quand même se dire « Ah, est-ce que là, mon couple est en train de vivre une situation dysfonctionnelle pour essayer de revenir à faire en sorte que le nous redevienne important. » Voilà. Donc on va le voir ça dans les dangers. Et après, alors on verra l'engagement. S'il y a des questions, sinon vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si je suis passée trop vite. Oui ? Est-ce que ce qui favorise le rétrécissement du nous n'est pas l'absence d'activité commune, par exemple? Voilà, alors... On va l'aborder ça maintenant. On va l'aborder dans la phase des dangers qui menacent le couple, puisque c'est les dangers qui menacent le nous. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'on va développer maintenant. Hein. Et en même temps, essayer d'apporter des solutions. Le couple, c'est un bien précieux, mais fragile. Il est important d'identifier les dangers qui menacent son équilibre et de trouver des idées pour les neutraliser. Je suis abonnée à Top Famille, et dans le Top Famille du mois d'octobre, il relevait 10 ennemis du couple. Je vous les cite parce que c'était un petit peu amusant comme ça. Mais chaque fois, il donne une solution. Donc, dans les ennemis du couple, il y avait les enfants. Bon, mais on comprend que c'est quand ils envahissent toute la vie et que du coup, le couple n'a plus de temps à lui. Ça, faut s'en méfier. L'abstinence, ça c'est quand on est trop fatigué, par exemple, à moins que ce soit pour d'autres raisons. La télé, le pyjama, la jalousie. Vous voyez, ça passe d'une chose sérieuse à une chose. Mais des fois, le pyjama, ça peut être un problème. Hein. Le silence, quand on ne se parle pas. Le linge sale. Il y a des crises dans les familles, des fois, quand les chaussettes sales traînent partout. Les copines de l'un, de l'autre. Il y a les ex. Moi, mon ex, etc. S'il n'y a pas d'ex, déjà, ça facilite les choses, mais quand il y en a eu, et surtout s'il téléphone, il ou elle. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est belle-maman, bien sûr. Ça pose beaucoup de problèmes, les belles-mamans. Pardon ? Non, il n'y a que les belles-mamans qui sont enquiquinantes. Les beaux papas, c'est parfait, ça va toujours bien. Donc, je n'entre pas dans les détails. Alors, lequel j'ai oublié ? Les enfants, l'abstinence, la télé, le pyjama, la jalousie, le silence, le linge sale, les copines, les ex et belle-maman. Bon, c'était Top Famille. Si ça vous intéresse, je peux vous prêter. Et il montre un petit peu que ça peut poser un problème dans un couple, mais il donne aussi des solutions toutes simples pour y remédier. Hein, voilà, il suffit de savoir. Tout peut se séparer dans un couple. Hein. Il n'y a pas que ces 10 choses. Ouais.
Voilà. Donc, alors, là, ce que je vais voir avec vous, j'ai divisé en deux les dangers qui menacent le couple. J'ai séparé, j'ai mis les dangers internes et les dangers externes. Donc, pour l'instant, les dangers internes. Disons que, mis à part tous ces sujets que je viens de citer, mais d'une manière plus délicate, plus profonde, des changements subtils s'opèrent quand les conjoints se concentrent plus sur leurs activités ou sur l'accumulation de biens que sur leur partenaire. Donc, quand la priorité de l'un des conjoints, c'est mon travail ou l'argent, accumuler des biens, au détriment du partenaire, de l'autre conjoint. Là, ça, il y a danger. Parce que le regard est tourné vers l'extérieur. Et on est dos à dos dans ces cas-là. La routine s'installe, la monotonie, et il y a absence de vraie vie de famille. Alors on fait semblant que tout va bien, mais les problèmes couvent longtemps avant d'éclater. Voilà, ça c'est une raison importante. Quand donc l'un des conjoints ne s'occupe plus de quand l'homme ne s'occupe plus assez de sa femme parce qu'il fait passer son travail ou les questions professionnelles avant sa femme. Mais ça peut être la femme qui fait passer aussi tous les enfants avant le mari, par exemple. Deuxième raison importante, c'est notre héritage culturel et familial. J'ai mis là-dedans l'excès de bagages du passé. Quand les problèmes de l'enfance et de l'adolescence qui n'ont pas été résolus ressurgissent. Et à ce moment-là, ils ont un impact sur la relation. Les événements négatifs de notre passé doivent être reconnus et traités afin de ne plus contrôler les expériences présentes. Selon ce qu'on a vécu dans son enfance et son adolescence, eh bien on apporte ça dans son couple. Et ça engendre des problèmes. Mais il y a tout l'aspect culturel, là c'est l'aspect, on va dire, plutôt familial, mais il y a aussi l'aspect culturel, quand on n'a pas du tout grandi dans les mêmes milieux, ça peut générer des crises, parce que chez l'un, telle façon de faire est importante, alors que pour l'autre, c'est quelque chose de pas important. Et donc, on va se blesser, parce que les coutumes ne sont pas les mêmes. Ce qui est important pour l'un ne l'est pas pour l'autre, c'est un danger. S'il y a quelque chose. Oui. Par rapport au premier problème, c'est que par exemple, pour ce qui concerne les femmes, c'est par exemple les enfants. On n'en a pas encore, mais la question que je me pose au moment actuel, c'est quel est le degré nécessaire pour être autant femme que mère et pas trop mère ou trop femme ou trop ceci. Moi, je pense qu'il faut un juste équilibre. Je crois que le mari ne doit pas être délaissé, il ne doit pas avoir l'impression qu'il est la dernière roue du carrosse, qui ne compte pas. La femme doit être pleinement maman, mais il y a un moment où les enfants stoppent et on privilégie la relation avec le mari. On fait garder les enfants, on se fait un petit resto, on fait une sortie, les babysitters ça existe, on se fait une soirée au cinéma ou autre chose, ou une balade, les mamies ça existe aussi pour garder les pitchounes de temps en temps, pas trop. Mais je crois qu'il faut et c'est important, il faut que le mari aussi s'investisse avec les enfants, parce que l'inverse peut être vrai aussi. Mais il faut que le couple privilégie des moments sans les enfants. Il ne faut pas que l'enfant devienne le roi de la maison et le seul centre d'intérêt. Donc il y a aussi des moments où il faut dire stop. Oui. Mais je pense que ça implique quand même une aide de la part du mari parce que oui. moi, quand j'avais les 3 enfants,
exactement. Le reste, ça passe un petit peu Et oui. par-dessus la tête. Mais c'est vrai qu'il faut absolument que Il y a la fatigue, quoi. Bon, les mamans qui ne travaillent pas, c'est une histoire, mais celles qui travaillent, c'est différent. Si le mari ne fait pas un petit peu la main à la pâte, c'est très difficile. Absolument, tout à fait vrai. Oui. Moi aussi, je voulais dire qu'il n'y a pas que la maman, il n'y a pas que l'épouse. Des fois, c'est pas que l'épouse ou la maman donc, qui n'a pas le temps, parce que des fois aussi le papa il trouve des prétextes. C'est-à-dire que bon, très souvent quand on dit qu'on est, par exemple, bon, il y a des moments qui disent oui, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça et tout et tout et tout. Et parfois aussi, le papa aussi trouve des prétextes à dire oui, mais attends, parce qu'il faut que tu t'occupes du bébé, il faut que tu fasses ça et tout ça, et c'est comme ça aussi que ça s'installe après comment dire, la distance entre Mhm. les couples, en fait. Là, pas uniquement que par rapport au travail, mais par rapport à C'est important de toujours examiner nos vraies motivations. voilà. Hein? Mais si on veut une vraie vie de couple, il faut beaucoup de volonté. Il faut dire je décroche le téléphone, ou il faut dire là on prend rendez-vous avec sa femme. Voilà, on dit bon ben demain on fait ça. Si on ne le fait, si on ne le programme pas, on trouvera toujours quelque chose pour nous bouffer à la place. Là, il faut se programmer des temps à deux pour se retrouver. C'est impératif ça. Et il ne faut pas des faux fuyants. Autre erreur, c'est de penser que le mariage, c'est une garantie, la garantie du bonheur. Là, c'est quand il y en a un des deux, ou les deux, qui ont idéalisé le mariage. Alors là, bien sûr, on est rapidement frustré. Et donc, celui qui a idéalisé et qui est frustré en veut à l'autre, il le blâme, ou bien il se blâme lui-même. Et c'est comme ça que certains finissent par divorcer, et pour les mêmes raisons qu'ils ont poussé à se marier la première fois, ils se remarient. Généralement, ils se remarient avec quelqu'un qui est du même style de personnalité que l'autre, et ils peuvent faire comme ça X mariages dans leur vie, parce qu'ils seront toujours insatisfaits. Jamais l'autre n'apportera ce à quoi il pense avoir droit. Hein? Je me suis mariée, j'ai droit au bonheur. Tu dois me faire ceci, tu dois me faire cela. À partir du moment où on vit son mariage comme ça, on sera toujours malheureux, on sera toujours frustré. Et la frustration engendre toujours le ressentiment, la rancune, les reproches. Et bon, si on se fait toujours des reproches, c'est difficile de vivre le nous dans ces conditions. On pense toujours, comme on redémarre toujours le côté conte de fées, hein, mais très vite on retombe avec les mêmes difficultés que dans le mariage précédent. Le bonheur, c'est pas quelque chose que l'autre doit nous donner. Le bonheur, c'est un choix, c'est une attitude. Dans Philippiens 4, le verset 11, Paul dit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve ». D'où la nécessité pour nous d'être actifs dans notre mariage et non passifs pour être heureux en toutes circonstances. Notre bonheur, nous allons le construire. L'image d'en haut, c'est quelque chose qu'on va construire peu à peu. C'est pas quelque chose qu'on a d'emblée. Il suffit pas de s'aimer pour avoir ce schéma-là. C'est vraiment le mariage et le bonheur, ça va se construire. Une autre erreur dans les dangers internes, et je m'arrêterai là pour les dangers internes, c'est penser qu'on va changer l'autre. Oh, mais quand on sera marié, ça va changer, on fera comme ci, on fera comme ça, et puis on fait rien du tout, oui. Le danger, donc, ce sont bel et bien nos différences. Ce sont deux personnes différentes qui se marient.
Alors il est vrai que certains changements s'opèrent, mais ce sont des changements dans des domaines non fondamentaux. On arrive à obtenir que l'un range ses affaires, ou mette ses chaussettes sales là où il faut, ou débarrasse la table, ou bien ne mette plus ses pieds sur la table, ou des petites choses comme ça, ou ne presse son tube de dentifrice autrement. Enfin bon, mais ce sont des petits changements. Les grands changements, eux, n'auront pas lieu. Alors on fait quelques compromis sur des problèmes simples. En fait, il faut accepter que son partenaire soit différent, sinon ces différences vont ronger la relation. Les différences deviennent source des profondes exaspérations qui peuvent déchirer le couple si elles ne sont pas réglées. Donc, accepter que son partenaire soit différent. Et puis, ne pas faire des montagnes pour des petites choses. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, semaines, l'émission de Philippe Delarue sur ces conjoints qui sont restés avec leur conjoint malade. C'était très beau, ces témoignages de couple. L'un des conjoints était en bonne santé, mais avait décidé de rester avec son conjoint gravement malade. Alors que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit une paralysie due à une maladie ou à un accident, etc. Alors que le couple aurait pu exploser, eh bien, l'adversité les a rapprochés et on a vu des couples, soit l'homme, soit la femme, qui vraiment mettaient tout en œuvre pour apporter du bonheur au conjoint malade ou au conjoint handicapé. Et c'était beau, c'était très beau. Et ces couples n'ont jamais fait allusion au fait qu'ils pouvaient être croyants, chrétiens ou autres. Et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais tous, ils ont dit, avant on se disputait pour des petites choses. Maintenant, on connaît la valeur des choses. Et donc, ils privilégient les choses essentielles. Et je dis, n'attendons pas qu'il nous arrive un coup dur pour commencer à comprendre qu'il y a plus grave que bien des petites choses qu'on se reproche dans les couples. Passons aux choses essentielles. Dans les dangers externes, j'en cite juste quelques-uns, mais c'est déjà si on part avec l'idée que le mariage ne peut pas durer toute la vie. Tout le monde divorce, donc on se marie, et puis ça durera le temps que ça durera. Si on part avec cette idée, eh bien, le premier coup dur sera le bon. Un autre danger externe, alors lui, il est lié au fait que nous vivons beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Autrefois, on se mariait et on en prenait pour 20 ans. Maintenant, on peut en prendre pour 80. C'est la perpète, quoi. Donc, ou alors vous faites 4 fois 20 ans. Mais enfin bon, recommencer avec l'autre, c'est pas évident. Donc ça, l'espérance de vie plus longue, et puis on ne sait pas comment on va vieillir en plus, alors il vaut mieux s'armer de courage. Dans les dangers externes, j'ai mis aussi la modification des attentes conjugales, voilà, justement parce qu'on a changé, et donc au fil des années, en fonction de ce qu'on a pu vivre dans les milieux professionnels, dans les diverses activités, eh bien, les attentes conjugales se sont modifiées. Peut-être qu'au début de son mariage, on attendait ça et ça de son mariage, et puis maintenant, on attend tout autre chose. Donc ça peut altérer les relations. Et puis, j'ai mis dans les dangers externes, eh bien, tous les imprévus. Donc, le chômage. On voit des couples qui divorcent quand il y en a un qui est au chômage. La maladie, donc, je viens d'y faire allusion avec cette émission. Les accidents, les rencontres. Et puis, bon, on peut rallonger la liste. Voilà. Ça, on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
Des fois, un changement de situation, un déménagement crée des situations tellement nouvelles que tout à coup, le couple ne résiste pas. Des questions sur ces points? Comme on vient surtout de voir que tout change, les conjoints changent, mais la vie change, les contextes changent. Donc, qui dit changement dit adaptation. Comme chacun des conjoints évolue au fil des ans, la relation conjugale va avoir besoin d'être réajustée. Et il y aura plusieurs périodes d'ajustement. Pas à des dates fixes, mais chaque fois que ça va être nécessaire. Chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, il va falloir procéder à des réajustements. Chaque fois que vous allez en sentir le besoin. Le problème, c'est que des fois, il n'y en a qu'un des deux qui reçoit ce besoin de réajustement. Il y en a un qui est dans son circuit et puis qui ne se rend pas compte que l'autre a du mal à suivre. Donc quand un conjoint se remet en question, cela peut fragiliser le couple. Mais ce n'est pas parce que ça le fragilise qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut savoir que si la relation conjugale ne répond plus aux attentes de ce conjoint, il faut effectivement qu'il s'occupe de réfléchir, qu'il réfléchisse à ça et qu'il cherche des solutions. Il faut se méfier parce que quand l'un des deux se remet en question, quand il y a eu des changements, certaines accusations peuvent être portées, on peut s'adresser des reproches qui ne sont pas toujours justifiés ou objectifs. Donc, s'adapter au changement et y réfléchir, et si possible, ensemble. Donc, il est nécessaire de procéder, en fait, ces réajustements, à une mise à jour émotionnelle réciproque. Il est nécessaire d'apprendre ce dont l'autre a besoin dans les nouvelles circonstances. Peut-être que mes besoins n'étaient pas les mêmes il y a 5 ans, la semaine dernière, qu'aujourd'hui. Donc, c'est important que j'exprime ce que je ressens et c'est important que mon conjoint s'en soucie également et sache ce que je ressens. Donc, tout est une question d'échange, là, mise à jour émotionnelle réciproque et apprendre ce dont l'autre a besoin dans les nouvelles circonstances. Les mariages qui résistent le mieux sont ceux où les besoins des deux conjoints sont satisfaits. Donc il est nécessaire de se satisfaire mutuellement et il est nécessaire de se comprendre mutuellement. Et c'est pas facile. Parce que des fois on dit quelque chose et l'autre comprend autre chose. C'est la même chose avec tout le monde, je dirais. Des fois on dit quelque chose et l'autre comprend autre chose. Donc c'est important de dire les choses peut-être de plusieurs manières. Et il ne faut pas attendre que l'autre devine ce qu'on pense. Or, la fuite est le moyen le plus utilisé par les deux conjoints pour éviter de communiquer au sujet de leurs besoins et de leur identité. On se laisse accaparer par autre chose, on s'évite. Alors là, on est occupé, on a une vaisselle à faire, ou bien, oui, je dois aller voir quelque chose sur l'ordinateur, ou bien, on trouvera des solutions pour éviter de se rencontrer, de se parler. Ou je suis fatiguée, ou on a un coup de fil qu'on va faire durer un petit peu plus, et comme ça, on s'évite. Certains s'imaginent même qu'en agissant ainsi, ils protègent leur conjoint pour ne pas le peiner. Donc, et ça c'est vrai aussi des relations en général, mais dans un couple, c'est un mauvais procédé que
de se fuir, de s'éviter. Pour assurer le maintien de son mariage, je vais vous donner 10 caractéristiques essentielles, qui sont globales. Si vous voulez les noter, je vais les dire lentement. L'engagement, ça c'est la première chose et c'est le point qu'on va développer tout de suite. L'engagement, c'est-à-dire que quand on se marie, on décide qu'on va rester marié. On donne la priorité à son mariage. Ça, c'est le point 1, l'engagement. Le point 2, une bonne communication. Donc, quand on parle, mais on fait en sorte de s'assurer que l'autre a compris ce qu'on voulait dire. On ne se contente pas de dire les choses, puisqu'il y a un risque que l'autre ait compris autre chose, qu'il ait compris le message. Beaucoup parlent de manière codée. Ils disent une chose et ça veut dire autre chose. Alors si vous n'avez pas le décodeur, vous voyez un peu. Moi, mon mari a appris à décoder les propos de mon père. Moi, j'étais toujours perdue quand mon père me parlait. Mais un jour, mon mari m'a dit, mais ton père, il parle en langage codé. Ah bon? Et il me décode. Alors maintenant, j'arrive à capter un peu plus vite. Mais il décode quand mon père dit une chose, en fait, il en dit une autre. Il y a une autre phrase sous-entendue. Alors, quand les gens ne parlent un langage codé, moi, j'avais pas eu le bon décodeur. C'est dommage que j'ai attendu si longtemps, mais maintenant, mon décodeur, c'est mon mari. Bonne communication. Troisième point important, c'est une vie spirituelle personnelle. C'est important dans un couple que chacun ait du temps pour lire la Bible, pour prier personnellement. En plus de ce qu'on peut vivre spirituellement ensemble, mais déjà personnellement. Quatrième point, savoir résoudre les conflits. Alors ça sera l'objet de notre prochaine rencontre. Alors là, les recettes, si je les connaissais, je résoudrais mes propres conflits, mais les conflits, ça se vit à plusieurs, donc c'est difficile. Cinquième point, avoir des amis. C'est important, avoir des amis. Pas être un couple isolé. Des amis ensemble ou chacun de son côté? Ensemble. Très bonne question, oui. Chacun de son côté aussi, puisque si on regarde le schéma du haut, le je continue d'exister, le tu aussi, donc chacun peut avoir des amis, mais il faut avoir des amis communs. Point suivant, j'en suis au 6, avoir une bonne intimité sexuelle. Paul en parle dans l'abstinence ne doit jamais être trop longue. Point suivant, 7. Avoir du temps, et je dirais même prendre du temps pour rire, s'amuser, se détendre ensemble. Avoir de l'humour dans le couple. Très très important. Donc, prendre le temps de rire, de s'amuser, de s'éclater, on va dire aujourd'hui. Détente et humour dans le couple. Ça permet de décompresser. Point suivant. Avoir des attentes réalistes. Sinon, on n'est jamais satisfait. Avoir des attentes réalistes. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais enfin, je pense que c'est clair. Point suivant, la réciprocité. On va se servir mutuellement, on va se faire du bien mutuellement, on va partager.
Pas un qui domine l'autre, donc. Hein, voilà. Ah. Et enfin, dernier point, la vitalité et la croissance personnelle. Donc on le voit bien ici, il est important que le je et le tu continuent d'exister séparément. Hein. Il est important que l'épouse, aussi bien que l'époux, ait une croissance personnelle au niveau intellectuel, au niveau social et au niveau spirituel. Il ne faut pas se laisser tirer vers le bas, là. Hein. Donc c'est important, si l'un des deux veut continuer de se cultiver, de s'informer, c'est important, il faut évoluer vers le haut, pas vers le bas. Vitalité et croissance personnelle. Voilà les caractéristiques essentielles. C'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est quand l'un des deux dit « moi je suis innocent et toi tu es fautif ». Alors que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui le dise. C'est quand l'un des deux dit « moi j'ai raison, toi tu as tort ». Quand l'un des deux dit « moi je suis bon, moi je suis le meilleur et le mal vient de l'autre ». Ça c'est l'égocentrisme. Ça nuit énormément à l'amour dans le couple. Le deuxième point, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est quand le conjoint est investi de tous les rêves et de tous les espoirs. Il est censé donner de l'épanouissement et le bien-être auquel on a droit. Voilà, j'ai droit à ça, et c'est l'autre qui doit me le donner. Et puis, si on ne le reçoit pas, eh bien alors, basta. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour Kleenex. Hein? Quand on ne reçoit plus, on jette. Ça, c'est dévastateur. Et autre chose, troisième point, et dernier point, c'est l'adulte qui a été un enfant roi, qui a été ensuite un enfant tyran, et qui n'a connu aucune limite, aucune contrainte. Et à ce moment-là, devenu adulte, tous ses choix et sa philosophie de vie en sont marqués. En fait, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire disparaître ce qui est de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 11, dit que nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alors, pour ceux qui, étant enfants, n'ont pas connu de limites, pas connu de contraintes, qui ont été des enfants rois et puis des enfants tyrans, eh bien cela peut nécessiter un suivi psychologique. Des fois, on ne s'en sort pas tout seul. Là, j'ai terminé avec les dangers qui menacent le couple. Et après, je vais vous parler de l'engagement. Donc, avant de passer à l'engagement, si vous voulez partager quelque chose au sujet de tout ce que je viens de dire. Au point de vue de la communication, il me semble que quand on a quelque chose à dire à l'autre, même si on le dit apparemment avec des mots tous heureux, ça peut être quand même de l'intérieur, sortir du cœur, comme un reproche, même si c'est dit avec douceur. Et l'autre le reçoit comme un reproche, c'est quelque chose qui blesse. Oui. Bien sûr, comme tu as dit, il ne faut pas fuir non plus, ne pas dire les choses. Et je pense qu'il y a une façon de préparation de la prière avant de dire les choses. Tu as raison. Ça peut faire beaucoup de mal. Mais tout n'est pas bon à dire non plus. Hein, donc c'est pour ça qu'effectivement, la prière, c'est très important. Pas se précipiter pour dire les choses. Faut peut-être une période d'attente et de réflexion n'est pas forcément un temps de fuite. C'est-à-dire, on sait qu'il va falloir dire à son conjoint ce qu'on ressent par rapport à une situation,
Mais des fois, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, de la prière, peut-être prendre un conseil auprès du pasteur ou d'un ami ou d'un médecin, plutôt que de se précipiter, mais pas laisser pourrir les choses. Et en effet, si on attend et qu'il y a le ressentiment, qu'il y a la rancune, etc., on risque que la situation devienne plus difficile encore. Mais on ne peut pas, je crois, empêcher qu'il y ait par moments, malheureusement, des moments difficiles où on se fait du mal. Mais après, je veux dire, je crois qu'on ressort plus fort de ces moments-là après. Quand on est arrivé à résoudre le problème, bon, même si on n'a peut-être pas été compris dans un premier temps, même s'il y a eu peut-être quelques heures, peut-être une journée difficile, mais après, on va se retrouver, essayer de repartir sur des bases meilleures. Et on ressort quand même grandi de ça. Mais enfin, bon, tout ce qui touche au conflit, on le verra la prochaine fois. Hein. Raymond, vous voulez ajouter quelque chose, vous qui voyez peut-être? Je passe à l'engagement. Alors quand vous vous êtes mariés, vous avez pris des engagements à la mairie et à l'église. Alors les engagements, pour les uns, c'est merveilleux, et pour d'autres, c'est la pire des choses. C'est le meilleur ou le pire. Hein. Pour certains, le fait de s'être engagé dans le mariage, eh bien, ce sont des cordages confortables et rassurants, hein, la corde à 3 brins. Pour d'autres, ces engagements, c'est un piège. Ce sont des chaînes épaisses et étouffantes. L'engagement de rester marié exclut toute autre alternative. Moi, j'avoue, personnellement, c'est un témoignage. Claude et moi, quand nous nous sommes mariés, il y a un peu plus de 38 ans maintenant, on a dit, on se marie et c'est pour la vie. C'était notre intention, en tout cas. Le Seigneur a permis que jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de difficultés, comme tous les couples. On a eu des conflits, on les a résolus plus ou moins bien. On a fait comme on a pu. Mais cette volonté, on reste ensemble et on triomphe de nos difficultés. Je crois que ça a été un moteur puissant dans le couple. C'est vrai que des moments, il a fait des choses qui ne m'ont pas fait plaisir et j'ai fait des choses qui ne m'ont pas fait plaisir. Il y a des moments où on ne se comprenait pas trop, mais il y avait la volonté derrière, qu'il fallait surmonter ça, qu'il fallait passer. Si à la moindre difficulté, on a déjà dans l'idée, si ça ne va pas, on se séparera, au moment où la difficulté arrivera, effectivement, on ne cherchera pas les solutions. Alors que les solutions, elles existent. Et ça vaut le coup. Donc l'engagement, c'est très important. Moi, je suis affolée quand je vois 2 jeunes qui se fiancent et disent on va se marier, oh, puis si ça ne va pas, on se séparera. Voilà. Je dis, mais ça y est, ils partent vaincus d'avance. Et pourtant, quelle joie il y a à vaincre les difficultés, à surmonter les obstacles. Ça rend le couple beaucoup plus fort. Donc, fort d'une telle détermination, les conjoints font des efforts pour s'adapter aux changements, puisqu'il va y en avoir beaucoup des changements, pour accepter les situations nouvelles. Alors, cet engagement, il est, force est de le constater, il est souvent inégal.
bien souvent, c'est un des conjoints qui est plus déterminé que l'autre. Et donc, il va être déterminé pour deux, on va dire. C'est lui qui, s'il y a un problème, va peut-être chercher de l'aide. Alors que l'autre dit, bouf, laissons passer. Quand l'eau aura coulé sous les ponts, dans quelques jours, ce sera oublié. Mais ça, c'est pas jamais oublié, ça va ressortir après. Donc, bien souvent, dans un couple, c'est possible qu'il y en ait un qui soit plus déterminé, plus engagé que l'autre. Mais c'est comme ça. Si les deux sont bien déterminés, alors c'est tant mieux, évidemment. Des fois, on s'engage dans le mariage pour de mauvaises raisons, ou on reste marié pour de mauvaises raisons. Je les cite rapidement pour parler vraiment de l'engagement. Mais je cite quand même ce qui pourrait nous faire qu'on s'engage pour de mauvaises raisons. C'est pour une raison d'autosatisfaction. Le mariage ne doit pas profiter à un seul des conjoints. Là, c'est important que le je devienne petit à petit nous. C'est important que on ne pense pas qu'à soi dans le mariage. Donc on ne se marie pas pour soi. Une autre mauvaise raison pour se marier, c'est on n'a pas de problème, donc on va se marier puisque tout va bien. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. De toute façon, à un moment ou à un autre. On l'a vu quand j'ai fait le survol d'une vie de couple. Mais c'est au contraire l'engagement qui va permettre de surmonter les problèmes ensemble. Certains restent ensemble pour masquer l'échec conjugal. Alors des fois, c'est par exemple pour ne pas bouleverser la famille. C'est pas la bonne raison pour rester ensemble. Et d'autres, c'est par peur de la solitude. Voilà, ça, ce ne sont pas forcément des bonnes raisons pour rester ensemble. En fait, l'engagement, c'est important de ne pas le prendre comme quelque chose de négatif. Il est important de considérer que c'est un choix positif. L'engagement, c'est la décision de rester ensemble. C'est la décision de s'aimer et de se soutenir mutuellement. S'aimer et se soutenir mutuellement. C'est la décision de grandir en tant qu'individu. C'est la décision de désirer voir l'autre heureux, de voir l'autre s'épanouir. Vous voyez, c'est tout le contraire de l'autosatisfaction. Là, on est vraiment tourné vers l'autre. Je veux que mon mari, je veux que ma femme soit heureuse, soit heureux, qu'il s'épanouisse, qu'il aille bien, qu'il puisse accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Je vais le soutenir. Parce que chacun a besoin de se sentir valorisé et aimé. Et donc, si chacun des conjoints fait ça pour l'autre, eh bien, c'est bien. Aimer son conjoint, c'est désirer comprendre ses besoins. Et c'est tout mettre en œuvre pour son épanouissement complet. Quel programme, hein? Surtout si l'autre nous déçoit. C'est là le problème. Si le conjoint nous déçoit, eh ben on n'a plus envie de lui faire plaisir, de tout mettre en œuvre pour son épanouissement. On a plutôt envie de se venger. On se dit, tu m'as fait ça, eh ben moi tu vas voir. L'engagement, on pourrait imaginer, le jour du mariage, que les époux se disent ceci. Vous savez les phrases habituelles que les époux se disent le jour du mariage. Je promets de t'aimer, de te respecter, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Il y en a qui disent jusqu'à ce que mort s'en suive quand ils veulent rire, mais en fait, le jour du mariage, les époux pourraient se dire ceci: je me soucie de toi, je me soucie de ce que tu penses, de tes valeurs, de tes objectifs, de tes rêves. J'apprécie la façon unique dont Dieu travaille dans ta vie. J'aime la différence positive que tu apportes dans ce monde. Et je veux faire tout ce que je peux pour t'aider à exprimer tout ton potentiel. Voilà ce que les mariés pourraient se dire le jour de leur mariage. Alors, il n'y a pas qu'à le dire, après il faut le vivre. On choisit donc de prendre soin l'un de l'autre. Et au moins l'un des deux conjoints doit être soucieux d'entretenir, de maintenir la relation. L'important, c'est d'être ensemble. Ensemble pour quoi faire? Eh bien, des exemples. Ensemble, donc là on crée le nous, dont on parlait tout à l'heure. Ensemble pour des activités communes. C'est pas la même chose dans tous les couples, mais il faut être ensemble pour des activités communes. On va entretenir tout cela par des petits mots d'amour. Ça peut être le petit post-it, mais les petits mots d'amour, c'est bien. La demande à Florence. Mais c'est vrai qu'on est peut-être à une époque, à l'époque du fast-food, on est à l'époque du téléphone, on est à l'époque du rapide, et c'est vrai qu'on ne s'écrit plus. Mais les petits mots d'amour, c'est important. Il ne faut pas se contenter de « pense à aller chercher les enfants à 17h ». Ça, c'est pas un mot d'amour. Mais... ah, s'il y en a un au début, à la fin. Oui. Voilà, bon. Donc, les cadeaux, pas seulement pour les anniversaires, mais comme ça, pour rien, pour le plaisir. Petits cadeaux, des fleurs. Les petites virées imprévues, les petites sorties imprévues, faire des choses qui surprennent. Quand ça peut être le mari qui prend la décision, allez, ce soir, on fait ça, et c'est une surprise, et ça fait plaisir. Même si l'autre est fatigué, allez, vous mettez un petit peu d'enthousiasme. Des fois, il faut se booster un peu. L'entraide aussi dans la maison. Faire des choses ensemble, que ce soit les travaux ménagers, que ce soit s'occuper des enfants, quand je parlais de réciprocité tout à l'heure, s'occuper des devoirs, des études des enfants, lorsqu'ils sont étudiants encore, quand ils apprennent à conduire, etc. S'investir aussi inconditionnellement dans le bien-être de l'autre. Inconditionnellement. Et pas seulement quand l'autre a fait quelque chose qui nous plaisait. Alors le lien conjugal. Eh bien, on choisit d'établir une solide union conjugale. Ça se construit. C'est un processus. C'est un attachement très fort entre les deux conjoints. Donc, comme on vient de le voir, il est nécessaire d'être unis par de nombreux liens, les goûts communs. Il faut avoir beaucoup de goûts communs, des pôles d'intérêt communs pour pouvoir justement être ensemble. Il y aura toujours assez de choses pour nous séparer. Donc, il faut avoir quand même beaucoup de choses en commun. Il ne faut pas croire que de se marier, ça va créer ces pôles d'intérêt communs. Il faut avoir une vie sexuelle satisfaisante et il faut aussi qu'il y ait une certaine compatibilité
dans le plus de domaines possible. Dans les pôles d'intérêt commun, je ne sais pas si c'est à classer là ou dans la compatibilité, mais je pense que l'entente sur le plan spirituel, c'est très important. Et c'est vrai que quand l'un des conjoints ne partage pas la vie spirituelle de l'autre, ça peut créer des tensions. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut qu'il y ait respect de ce que vit l'autre, mais je crois qu'il faut veiller à cela aussi. Accepter l'autre, donc. S'il y en a un qui interdit à l'autre de faire quelque chose, par exemple, voyez, ça peut être un gros problème quand on y tient. Il y a dans un couple, s'il y en a un qui ne veut pas que son épouse fasse du sport, ou bien aille au culte ou à la messe, ou fasse telle ou telle activité, l'autre est forcément frustré. Et sur le plan spirituel, je pense que si par exemple j'étais empêchée par mon conjoint de venir au culte, ou s'il m'empêchait de prier ou des choses comme ça, je crois que ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas supporter. Donc ça c'est important d'y réfléchir avant de se marier. Seulement des fois, la conversion intervient pendant qu'on est marié, et ça bouscule les couples. Paul en parle, là j'ai pas relevé les références, mais si ça doit devenir un trop gros problème, là il dit que ça peut être un cas de divorce, je crois bien que Paul dit ça. Parce que Dieu passe ça quand même avant. Alors toujours dans l'engagement, j'ai bientôt fini. Qui dit engagement dit confiance. Chacun d'entre nous arrive dans le mariage avec son passé et donc avec un capital de confiance, soit confiance trahie, soit confiance honorée. Et une seule expérience de confiance brisée peut influencer nos sentiments et attitudes au sein du mariage. Dans le mariage, la rupture de confiance peut se produire à cause de petits détails, justement des maladresses, des choses comme ça, mais comme pour des raisons plus graves. Donc en fait, dans le couple, il est important de travailler à améliorer sa fiabilité. Ça c'est important. Et ça va être, si dans votre vie passée, vous avez eu une expérience négative de confiance trahie, peut-être que vous avez du mal à accorder votre confiance, peut-être que vous avez du mal à faire confiance à votre conjoint, peut-être vous êtes soupçonneux, et je crois qu'à ce moment-là, il vous faut travailler là-dessus. C'est important pour que vous puissiez vraiment considérer que votre conjoint est quelqu'un de fiable. Il faut travailler là-dessus. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez trouver l'aide déjà dans la prière, mais vous pouvez aussi chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Donc il est important d'apprendre soi-même à être fiable pour l'autre, et il est important d'apprendre à faire confiance à son conjoint. Il y a à travailler sur les deux tableaux. Je vais faire confiance à mon conjoint, mais si mon conjoint n'a pas confiance en moi, parce qu'il a été peut-être blessé, eh bien, il faut que j'arrive à lui prouver, on va mettre ça entre guillemets, qu'il peut me faire confiance. Il faut que je sois fiable. Donc il faut que je lui donne des raisons d'avoir confiance en moi. Alors il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, là. Il faut apaiser les choses. Il faut qu'il puisse toucher du doigt les points sur lesquels il peut dire effectivement là, je peux te faire confiance.
Donc en fait, on peut dresser une liste des raisons positives de se faire confiance. Et ça peut créer, quand on le met par écrit, des fois on peut dire oui, là sur ce point je te fais confiance, sur ce point je te fais confiance, et bien ça peut créer une dynamique de confiance. C'est important, donc s'il y a un problème de confiance dans le couple, d'en parler et d'y travailler ensemble. J'ai noté la référence 1 Corinthiens 13, 7, je ne me souviens plus maintenant. 1 Corinthiens 13, c'est dans le chapitre de l'amour. Le verset 7 dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Donc voilà, il est question de confiance dans ce verset, 1 Corinthiens 13, verset 7. Mais des fois, c'est pas qu'on ne veut pas faire confiance, c'est que on a vécu un problème, un traumatisme, on a été échaudé, et donc on a du mal à faire confiance. Il se peut que le conjoint n'ait pas été digne de confiance sur un point, et du coup, pouf, tout ce qui avait été fait précédemment, hop, on retombe. Donc c'est important de regagner la confiance de l'autre, en disant oui, j'ai trahi ta confiance, je regrette, il faut demander pardon dans un couple, hein, mais je vais faire des efforts pour que ça ne se reproduise pas. Et si le conjoint n'aime pas trop qu'on plaisante sur certains sujets, il ne faut pas aller dans ce sens. Et on peut le rendre suspicieux. Qui dit engagement dit endurance. L'endurance, c'est l'aptitude à achever une tâche qui paraît difficile, qui paraît même surhumaine peut-être, ou en dehors des limites du devoir, comme en sport. L'endurance, alors on va s'entraîner encore et encore pour pouvoir aller plus loin. Donc de l'endurance. Il faut avoir une vision large de la relation. Les problèmes présents ne sont pas le seul aspect de la relation. C'est-à-dire que des fois, comme quand on chante « Vers Jésus, lève les yeux », je crois que des fois, quand on vit une difficulté, qu'on a un problème, on a tendance à regarder seulement ce problème, cette difficulté. Et de regarder plus loin donne une autre perspective. Des fois, quand on a une montagne devant les yeux, elle nous cache la vue sur quelque chose de plus beau derrière. Donc, les problèmes présents, il faut se dire déjà qu'ils ne vont pas durer. Et là, c'est vrai pour pas seulement dans les relations de couple. Mais les problèmes présents, ce n'est pas le seul aspect de la relation. Donc, on regarde au-delà. Et avec l'aide du Seigneur, avec la prière, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Se dire, la vie ne s'arrête pas à ce problème. On va aller plus loin. Et avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Donc, toujours prendre du recul par rapport à la situation présente. Alors, ce n'est pas la fuite, j'en reviens à ça, c'est prendre un peu de recul. C'est-à-dire, pendant un petit temps, on fait une sorte de pause pour faire le point. Il ne faut pas que ça s'éternise. Donc là, la prière et l'aide. Bien souvent, on ne se sort pas de ces problèmes tout seul. Parce qu'on n'est pas objectif quand on est très affecté soi-même. Donc c'est important de pouvoir se confier à quelqu'un et puis avoir la prière de plusieurs personnes, mais au moins d'une personne extérieure à la situation. Endurance. Donc, engagement, confiance. Engagement, endurance. Engagement, temps. Cela exige du temps. Parce que pour qu'il y ait compréhension mutuelle
Et pour qu'il y ait satisfaction mutuelle des besoins, eh bien, il faut passer du temps ensemble. J'avoue que je ne pensais pas que notre retraite serait un temps aussi bénéfique. Je crois que Claude et moi, nous n'avons jamais été aussi proches l'un de l'autre que depuis que nous sommes à la retraite, parce que nous avons du temps ensemble. Alors pour certains, c'est là que tout casse, mais je crois que quand on a fait ce qu'il fallait quand même avant, enfin je pense que c'est peut-être pour ça, c'est aussi peut-être à cause de notre engagement, mais en tout cas, on passe du temps et tous les jours on dit notre temps il est trop précieux, mais on ne sait pas ce que sera demain. Et donc chaque jour on se dit, eh bien on va passer du temps ensemble. Et alors on va se promener ensemble. Et on ne parle pas toujours, mais on est ensemble. Et ça c'est quelque chose de... C'est notre vision pour notre vieillesse maintenant. Un début de vieillesse, hein. Mais enfin, si jamais on devenait gâteux, on ne sait pas, ben on profite aujourd'hui du temps que nous avons. Voilà. On ne va pas passer son temps à se disputer ou se chamailler pour des choses qui n'en valent pas la peine, mais on veut profiter vraiment de chaque instant pour ne pas avoir après des regrets. Hein, se dire, ah mais si j'avais su qu'il devait lui arriver ça demain, je ne me serais pas comporté comme ça, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait cela. Ne vivons pas avec des regrets. Mettons tout de suite toutes les chances de notre côté. Donc il faut du temps pour parler des problèmes, mais des joies, des rêves, de nos objectifs, des décisions à prendre, des questions familiales. C'est important de parler de tout ça afin de mieux se comprendre, de comprendre ce que l'autre pense, de comprendre ce qu'il ressent dans tous ces domaines. C'est vrai que des fois, pendant toutes les premières années de vie de couple, on est tellement absorbé par le travail, les enfants et la vie à 100 à l'heure qu'on ne prend pas le temps de partager tout ça. Et puis les messieurs, ils ont tendance à ne pas trop dire ce qu'ils ressentent, hein. Donc là, il y a peut-être des efforts à faire. Enfin, nous, dans notre couple, on a travaillé sur ça. Et je sais que du coup, c'est plus facile pour la relation. Quand le mari ose dire ce qu'il ressent. Alors, messieurs, je ne sais pas, peut-être chez vous, vous dites ce que vous ressentez. Mais c'est vrai que c'est important. L'engagement se construit. Il faut prendre le temps face à toutes les autres contraintes de la vie quotidienne. Il faut planifier donc des moments ensemble pour se parler. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, le conjoint n'est pas une poubelle, tout n'est pas bon à dire. Donc, comme on dit, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Mais l'engagement, cela évite les mariages ennuyeux, donc développement personnel, L'engagement, c'est aussi le développement personnel et cela évite les mariages ennuyeux, cela évite l'immobilisme. Si on fait quelque chose de nouveau, on a quelque chose à raconter de nouveau. On va raconter ce que l'on fait. On a quelque chose à partager. La routine, c'est pas bon, hein. En conclusion, nous construisons notre mariage grâce aux choix que nous faisons jour après jour. Une suite de choix. La relation est formée par les nombreux oui et par les nombreux non de chaque jour. Puisqu'il nous faut considérer le long terme, on fait le choix de ne pas maltraiter son conjoint, que ce soit physiquement ou verbalement. On en reparlera quand on parlera du respect dans le couple. Mais on fait le choix de ne pas maltraiter son conjoint. Pas de menaces, pas de chantage, pas de manipulation. Et on ne cède pas à la tentation d'obéir aux réflexes
instinctif. Ça, il faut l'écarter et se réorienter sur ses objectifs à long terme. Bien souvent, on se laisse aller à satisfaire ses instincts pour un plaisir immédiat. On dit, là, je lui ai cloué le bec. Je crois que vous êtes distrait, vous avez peut-être manqué un petit peu. Bien souvent, dans le feu de l'action, quand ça ne va pas, eh ben, on a envie de river son clou à l'autre. Hein. Là, je lui ai cloué le bec. Hein. On se soulage. Hein. Ça, c'est satisfaire ses instincts pour un plaisir immédiat. Mais cela produit des effets néfastes sur la relation conjugale, parce que ce qu'on a dit, on ne peut pas le rattraper, ou difficilement. Hein? Des fois, on dit « Oh là là, ça m'a échappé, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça », mais le mal est fait, et dans la tête de l'autre, ça tourne. Et puis après, même si on dit « C'est pas ce que je voulais dire », l'autre commence à se dire « Oh, c'est peut-être bien ce qu'il voulait dire quand même », etc. Hein, quand ça jaillit comme ça. Donc ça, il faut l'éviter. Et pour terminer, je vous raconte une petite histoire qui sera un petit peu comme une parabole pour vous montrer qu'un mariage se construit. C'est l'histoire d'un patron qui aimait beaucoup un ouvrier maçon. Il était soucieux de la situation de ce maçon parce qu'il avait une situation précaire. Et donc, il a une idée pour essayer d'améliorer ses conditions de vie et il lui offre un chantier. Il le fait venir et il lui dit, voilà, tu vas me construire une maison et je veux que tu la fasses très belle. Ne lésine sur rien, tu utilises les meilleurs matériaux, tout ce qu'il faut, je paye tout. Tu me donneras les factures, je règle tout. Ne regarde pas à la dépense quant à la qualité des matériaux. Donc, le maçon, ravi, prend le chantier en main et construit la maison. Et au fur et à mesure qu'il construit la maison, il se dit, oh ben là, après tout, je vais faire une facture avec des matériaux très beaux, mais je vais mettre de la qualité moindre, ça ne se verra pas. Et il fait ça pour plusieurs choses dans la construction de la maison. Lorsque la maison est terminée, extérieurement, on ne le voit pas. Mais le maçon sait très bien que des tas de choses dans la maison n'ont pas été faites au mieux, avec les meilleurs matériaux. Il a utilisé des matériaux de moins bonne qualité pour économiser la différence et mettre cet argent dans sa poche. Il a fait pareil, donc en utilisant des ouvriers, il a lésiné sur la main-d'œuvre. Maintenant, la maison est terminée et le patron a payé toutes les factures, tout ce que ce maçon lui avait demandé. Le patron fait venir son maçon, il le remercie pour tout ce qu'il a fait et il lui dit « Mon ami, eh bien, cette maison, je te l'offre. » Notre mariage, c'est comme cette maison. Elle est comme nous la construisons. Alors ne lésinons pas sur les matériaux. Nous vivons avec ce que nous édifions. Voilà. Parole. Cette dernière histoire m'a fait penser à ce que Paul dit aux Corinthiens, au égard de la manière dont vous construisez dans l'Église, soit avec du foin, du chaume, des matériaux fragiles, ou avec des pierres précieuses. C'est vrai. En tant qu'expérience pastorale un peu que j'ai pu vivre avec des couples, c'est qu'il y a parfois certains couples qui comptent sur la dimension spirituelle au moment où il y a un conflit pour sortir de leurs problèmes, sans l'avoir forcément beaucoup travaillé avant. Et
passer alors du temps ou demander au conjoint de prier avec lui, avec elle. Et j'ai remarqué que généralement ces choses-là étaient vouées à l'échec. Et je pense que ce qui est important, plus encore qu'une vie spirituelle de couple, c'est la solidité personnelle des conjoints, spirituellement. Et je crois que la qualité de vie chrétienne de chacun, des conjoints, est importante pour justement vivre la vie de couple, telle qu'on l'a présentée, s'il y a cette relation personnelle avec le Seigneur. Le couple peut avoir une vie spirituelle et doit l'avoir, être capable de prier ensemble, de dire la parole ensemble, mais il faut qu'il y ait une solidité personnelle, sinon ça ne suffit pas, je dirais. Ça peut être un plus, mais ça n'assure pas la bonne santé spirituelle des conjoints. Il faut vivre personnellement avec le Seigneur, ça c'est une expérience que j'ai faite. Et puis sur la bande plus générale, la pensée que j'ai par rapport à ce qu'Elisabeth a partagé, beaucoup de choses très très fondées, pertinentes, intéressantes, c'est qu'au fond, il y a quand même, dans tout ce que vous avez dit, Elisabeth, une vision particulière du mariage que le monde n'a plus. Et oui, j'en suis consciente. Cette volonté de construire, cette volonté-là, il faut la retrouver, je crois, dans la Bible, devant Dieu, mais le monde ne se pose même plus la question. Je peux avoir 3 ou 4 conjoints dans ma vie, c'est pas un problème. Je vais vivre 90 ans, presque 100 ans, donc c'est vraiment un logiciel différent. Et nous, notre témoignage d'Église et de chrétiens, c'est de rappeler que c'est cette volonté de Dieu qui est la meilleure. Elle est à la base de tout ce que nous avons partagé, de tout ce développement-là, une vision biblique du mariage qui me semble la seule vraie pour l'épanouissement de l'homme et de la femme en tant que créature. Oui, c'est sûr que l'exposé que j'ai fait est nous concerne, nous chrétiens. C'est la vision. Mais dans nos rapports avec les autres, quand on parle du couple avec des gens extérieurs, il faut avoir aussi cette dimension-là qu'ils n'ont pas forcément justement cette base-là, et que pour eux c'est tout à fait autre chose, et que les affections et les liens peuvent être tout à fait limités dans le temps, et que la vie peut être aussi une suite d'engagement. Le mariage n'est pas forcément à vie pour eux, puis pour nous il l'est. Moi, je pense que c'est triste de voir tant de couples finir leur vie tout seuls. On voit, je sais pas, quand certains reportages à la télévision montrent des SDF, mais c'est des gens qui ont été mariés puis divorcés et finissent leur vie tout seuls. Ils n'ont même pas les moyens financiers de se loger, vu le prix du logement maintenant. Mais je dis, mais quel gâchis, quelle tristesse. Peut-être que s'ils avaient fait l'effort de construire leur mariage, ils ne seraient pas là dans la rue tout seuls. C'est un investissement, je pense, l'engagement. Des questions ou un témoignage? On se marie parce qu'il n'y a pas de problème. Mais je connais des tas de gens qui ont vécu ensemble 10 ans, qui se sont mariés et qui ont divorcé l'année d'après. Alors pendant 10 ans, ils n'avaient pas eu de problème. Donc ils se sont mariés. C'était la preuve en quelque sorte qu'ils pouvaient se marier. Et puis, boum. En nous, il est en chacun de nous, ça n'a... Bon, alors, là, je pense qu'il y a des couples non chrétiens qui ont des vies de couple hyper harmonieuses et qui vont vivre ensemble toute leur vie.
parce qu'ils se sont engagés l'un envers l'autre, parce qu'ils se sont respectés, parce qu'ils ont accepté l'autre tel qu'il est. Et même sans la dimension spirituelle, on est surpris de voir des couples non chrétiens si bien réussir leur vie de couple. Et à côté de ça, on voit des couples chrétiens la rater complètement. Non, mais si, ça je comprends. Je veux dire, en tant que chrétien, nous, je veux dire, à la place de Jésus,